Bienvenue sur la voie de la Louisiane, la voie libre de la vérité et du bon sens. Aujourd'hui, nous vous proposons un contenu exceptionnel, la traduction française de la première partie d'une série d'enquêtes menée par la journaliste américaine Candace Owens sur ce qu'elle appelle l'affaire Brigitte Macron. Cette enquête approfondie, un fruit de plusieurs mois d'investigation, révèle des éléments troublants sur l'entourage du couple présidentiel français. Candace Owens s'appuie notamment sur le travail du journaliste d'investigation Xavier Poussard, qui a consacré 8 années de sa vie à cette recherche de vérité. Cette série documentaire en plusieurs épisodes promet d'être riche en révélations. Dans ce premier volet, Candace Owens nous expose le contexte et les raisons qui l'ont poussé à s'intéresser à cette affaire, malgré les pressions et les menaces juridiques reçues directement de l'Élysée. Pour ne manquer aucun épisode de cette série exclusive, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Nous vous souhaitons une excellente découverte de ce premier volet. C'est parti pour l'affaire Brigitte Macron, épisode 1 par Candace Owens. Très bien, suivez-moi. Cet épisode se veut simplement une introduction pour expliquer au monde anglophone ce qui se passe en France, car nous n'en avons vraiment aucune idée. Nous étions complètement dans l'ignorance. Commençons donc par un fait sur lequel nous pouvons tous nous accorder. D'accord. Recevoir une lettre juridique d'un président en exercice d'un pays étranger est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire que cela ne s'est peut-être jamais produit auparavant dans l'histoire. D'accord. Il y a 1 an, j'ai dit que je mettrais en jeu toute ma carrière professionnelle sur le fait que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, est née homme. Bien sûr, beaucoup ne me croyaient pas parce que cela semblait absurde. Mais même ces sceptiques, grâce à la lettre très officielle d'Emmanuel Macron, rédigée par son équipe juridique avec la demande de ne pas la publier, commencent maintenant à y prêter attention. Prenez ce commentaire de la célèbre youtubeuse et avocate canadienne connue sous le nom de Viva Frei. Voici ce qu'elle a écrit sous l'épisode concernant cette lettre. J'étais très sceptique au début concernant l'hypothèse que Brigitte soit un homme, mais je dois avouer que les avocats de Macron commencent vraiment à me convaincre d'un point de vue juridique. C'était une démarche incroyablement maladroite, ce qu'ils ont. En effet, tout en refusant d'affirmer simplement que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, est née femme. Ils ont utilisé un langage alambiqué pour suggérer qu'ils pourraient me poursuivre en diffamation pour des erreurs mineures dans mon reportage. Voilà. En réalité, ils n'abordaient pas le fond de l'affaire. À savoir que Brigitte Macron est née biologiquement homme. Au lieu de cela, ils s'attaquaient à des détails, comme mon affirmation qu'une photo de communion de Brigitte avait été recolorisée. Ce qui est faux selon eux. Ils affirment que ce reportage a causé une grave détresse morale à Brigitte. Bien. Mais comme je l'ai dit, leurs avocats ont commis une erreur cruciale, car pour prouver la diffamation, il faut démontrer que quelqu'un a agi au mépris délibéré de la vérité, qu'il connaissait la vérité et a choisi de ne pas la révéler. Au lieu de cela, ils m'accusent simplement de propager des mensonges, ce qui, comme le savent les spectateurs de cette émission, n'est pas dans mes habitudes, bien au contraire. Donc en m'envoyant cette lettre juridique, ils m'ont involontairement fourni un canal direct, un lien direct, pour poser des questions précises à Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Ils ne peuvent pas prétendre ne pas avoir vu nos questions. Voilà, la majorité de nos questions appelaient simplement des réponses par oui ou par non. C'étaient les réponses dont nous avions besoin, avec la promesse que si elles répondaient aux questions, nous rapporterions fidèlement les faits. Je vais donc vous montrer certaines de ces 21 questions très simples que nous avons posées à Brigitte Macron pour lui permettre de mettre fin à sa détresse mentale grâce à notre plateforme. D'accord. Nous avons demandé, la petite fille sur la photo de communion supposément de 1963 est-elle bien la Brigitte Macron actuellement mariée au président Macron? Brigitte Macron a-t-elle déjà utilisé le prénom Véronique? Pouvez-vous identifier tous les enfants présents sur la photo de famille d'Amiens et indiquer où ils se trouvent aujourd'hui? Brigitte Macron a-t-elle physiquement donné naissance à 3 enfants? Ce sont des questions simples, n'est-ce pas? Brigitte Macron est-elle la personne qui figure sur la photo du mariage d'Ozière? Brigitte Macron a-t-elle eu une relation avec Véronique Dreux? Pourriez-vous nous fournir des photographies de Brigitte Macron datant des années 1970? Pourriez-vous nous fournir des photos scolaires de Jean-Michel Trogneux, qu'il présente comme son frère, et de Brigitte Trogneux, de préférence ensemble? Quand et dans quelles circonstances Brigitte Macron a-t-elle rencontré le président Macron pour la première fois, et quel âge avaient-ils respectivement?
Les Macron ont-ils eu une relation physique intime avant les 18 ans du président Macron? Et si oui, à quel âge cette relation a-t-elle débuté? Vos clients ont-ils tenté de faire corriger la version française de Wikipédia qui indique concernant Brigitte Macron, je cite, la différence d'âge de plus de 24 ans entre les deux amants provoque un scandale dans la famille Trogneux, d'autant plus que leur relation pourrait tomber sous le coup de l'article 227-27 du Code pénal, qui établit le délit d'agression sexuelle sur mineur. Vos clients ont-ils engagé des poursuites contre le lobby international de la pédophilie et de l'émancipation des enfants, qui cite la relation de Macron dans sa publication Souvenirs positifs, dans une liste de prétendues relations positives et aimantes avec des enfants? Comme je l'ai dit, ce sont des questions très simples. Si vous êtes quelqu'un qui souffre de détresse mentale parce que des gens affirment que vous êtes né biologiquement homme, ne vous empresseriez-vous pas de répondre à ces questions, n'est-ce pas? Eh bien, apparemment, ils n'étaient pas assez en détresse pour se donner cette peine. Ils étaient suffisamment en détresse pour embaucher et rémunérer un cabinet d'avocats américains à Washington afin de m'envoyer une lettre de menace de 100 pages, mais pas assez en détresse ou sans l'énergie nécessaire pour répondre à 21 questions élémentaires qui auraient mis fin au scandale. Nous n'avons reçu aucune réponse de leur part parce que, eh bien, nous savions que nous n'en recevrions pas, tout simplement parce qu'ils mentent. Ils mentent effectivement au public sur l'identité passée de Brigitte Macron, et un procès nous aurait donné l'occasion de le prouver grâce au pouvoir d'assignation. L'Amérique n'est pas la France, et l'État du Tennessee n'est certainement pas Paris. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette histoire a une portée mondiale. D'accord? Car ce n'est pas uniquement une affaire européenne, elle a des répercussions internationales. Prenez par exemple la perquisition sans précédent de la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago concernant des documents qu'il avait emportés de la Maison-Blanche. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Regardez ce titre paru dans The Guardian. Trump s'est vanté de détenir des informations sur la vie sexuelle de Macron. L'inventaire des documents saisis à Mar-a-Lago a provoqué une panique transatlantique entre Paris et Washington. Je vous demande pardon? Qu'aurait-il bien pu découvrir sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron pour provoquer une panique transatlantique? Voici un autre titre, cette fois du Rolling Stone, dans la même veine. Il dit « Trump s'est vanté d'avoir des renseignements sur la vie sexuelle de Macron. Le FBI a découvert lors de la perquisition de Mar-a-Lago un document contenant des informations sur le président français, ce qui a poussé les responsables des deux pays à chercher des réponses. Ah, vraiment? Pourquoi un président serait-il stressé à ce point? Quels sont donc ses penchants? Voici un extrait de cet article du Rolling Stone, car c'est vraiment incroyable. La plupart des gens ne s'en souviennent pas. Écoutez, il est écrit que la simple révélation de son existence a déclenché une panique transatlantique, selon deux autres sources familières avec la situation. Les commentaires antérieurs de Trump sur les supposés frasques des Macron, dont peu de gens ont connaissance, n'ont fait qu'intensifier ces inquiétudes. Les responsables français et américains s'efforcent de déterminer précisément ce que Trump détenait sur Macron et le gouvernement français. Les sources ont indiqué que les responsables des deux pays voulaient en savoir si cette découverte signalait une quelconque violation de la sécurité nationale ou s'il ne s'agissait que d'un document confidentiel volé, mais sans importance. Ah, on ne panique pas à ce point sans raison, et Trump devait effectivement détenir des informations susceptibles de tout faire basculer. Permettez-moi de vous rappeler les tristement célèbres Jeux olympiques d'été de 2024. Oui, l'année dernière, le monde entier a vu des drag queens porter la torche olympique et se produire lors de la cérémonie d'ouverture. Les Macron, selon moi, ont manifestement menti dans leurs lettres juridiques quand ils ont affirmé que ce n'était pas une imitation de la scène. Ils ont dit que ce n'était pas satanique. Voyez plutôt, c'est là. Voici une comparaison côte à côte, et au fur et à mesure que nous décortiquerons cette série, vous verrez que « ne croyez pas ce que vous voyez » est une consigne récurrente de Macron. Regardez, à gauche, la scène de Léonard de Vinci, et à droite, les Jeux olympiques de Paris. Voilà. Mais même si vous refusiez de croire vos propres yeux, il serait logique de croire au moins les personnes qui ont participé à la cérémonie, non? La performeuse principale était une lesbienne nommée Barbara Bush, et après la représentation, voici ce qu'elle a publié sur Instagram. Elle a écrit « Oh oui, le Nouveau Testament gay », avec un drapeau LGBTQ et un emoji, et elle a identifié d'autres membres de sa communauté. Oui. La plupart des gens considéreraient cela comme satanique et comme une inversion du Nouveau Testament. Mais après le tollé général,
et après que les producteurs des Jeux Olympiques ont avoué à Page Six qu'il s'agissait bien de la scène de Léonard de Vinci, ils ont tenté de faire marche arrière et de prétendre officiellement qu'il s'agissait en fait d'un festin païen qu'ils imitaient. Ce qui a échappé au grand public, c'est que Thomas Joly, qui était le directeur artistique du spectacle, avait été personnellement choisi pour mettre en scène cette cérémonie, en présence de nul autre que la première dame Brigitte Macron, qui était allée le voir en 2022 à la première de sa comédie musicale Starmania, qu'il avait produite. Emmanuel Macron, selon le Spectateur, avait personnellement ordonné à Joly de faire mieux que les Jeux Olympiques de Londres. Je veux donc que vous compreniez bien que lui et sa femme, entre guillemets, étaient tous deux intimement impliqués dans la cérémonie. En décortiquant l'histoire de Brigitte et Emmanuel, vous remarquerez des thèmes récurrents étranges, les scandales liés à la pédophilie et au transgenrisme, à l'inceste et à la perversion sexuelle, qui semblent les suivre accidentellement partout où ils vont. Laissant de côté le fait que même si vous croyez que Brigitte Macron était une femme, et je vous dis qu'elle ne l'est pas, et vous ne le croirez plus quand nous aurons terminé cette série, vous devriez admettre que son histoire d'amour avec Emmanuel Macron est totalement inacceptable. Voilà. Tout commence lorsqu'elle était professeure de théâtre à l'école La Providence, à 39 ans, et qu'elle a vu un garçon de 14 ans, Emmanuel Macron, jouer dans une pièce. Et c'était tout. Cela l'a complètement bouleversée, transportée. D'accord. Apparemment une histoire d'amour pour l'éternité. Soit dit en passant, c'était l'un des premiers signaux d'alarme pour moi. Un garçon de 14 ans et une femme de 39 ans. Je suis désolée, ce n'est pas normal. D'accord. J'ai 35 ans. Savez-vous à quoi ressemble un garçon de 14 ans? Les garçons ne terminent même pas leur puberté avant l'âge de 16 ans environ. Ils n'ont rien de viril, rien d'attirant. Ce sont des enfants. Voilà ce qu'ils sont. Ce sont des enfants. Les garçons mûrissent à un rythme plus lent que les filles. Même quand on entend parler des cougars, elles ne s'intéressent pas aux garçons de 14 ans. Elles préfèrent les jeunes hommes d'une vingtaine d'années qui ressemblent au Brad Pitt de Troy. D'accord? Pas un garçon de 14 ans. Cela m'a semblé particulièrement étrange. Je ne sais pas. Vraiment. Je ne peux même pas penser à un seul exemple culturel d'une femme dans la trentaine, sur le point d'avoir 40 ans, qui aurait trouvé un garçon de 14 ans attirant. Vous pouvez m'aider à en trouver un. D'accord. Donc, une fois que le couple s'est installé au palais de l'Élysée, la Maison-Blanche française, d'étranges scandales ont commencé à les suivre. Par exemple, pour une raison quelconque, le public a appris que Brigitte Macron, qui se considère comme une designer, voulait installer un phallus en érection avec des testicules dorés comme nouvelle flèche pour la cathédrale Notre-Dame. Oui, vous avez bien entendu. Voici un titre du Daily Mail qui le confirme. Brigitte Macron a soutenu un phallus en érection avec des boules dorées comme nouvelle flèche pour la cathédrale Notre-Dame. Ce n'est pas une théorie du complot, affirme l'ancien ministre de la Culture. L'ancienne ministre de la Culture était Roselyne Bachelot. Elle a ouvertement admis que Brigitte Macron s'opposait à ses designs modernes en janvier 2021. C'est un thème récurrent. Brigitte aime l'art provocateur. C'est exactement ce qui l'intéresse. Comme lorsqu'ils ont emménagé au palais de l'Élysée, elle s'est mise à redécorer des éléments qui avaient une signification pour elle. L'art a un sens. Un exemple. Elle a choisi un tapis d'un artiste connu sous le nom de Claude Lévesque. D'accord. Voici une photo que nous vous montrons actuellement de ce tapis, choisi à la main. Elle voulait vraiment s'impliquer et cette œuvre était connue sous le nom de Soleil Noir. D'accord. Concernant Claude Lévesque, on a commencé à souligner qu'il y avait beaucoup de références pédophiles dans son travail, le travail d'un homme qui, à travers diverses commissions, est devenu en quelque sorte l'artiste quasi officiel de la République française. Le Monde. Et pour que vous le sachiez, Le Monde, dont vous m'entendrez souvent parler, c'est l'équivalent français du New York Times. Voici ce qu'ils ont écrit sur le mode de vie de Claude Lévesque. Citation. Claude Lévesque fait référence aux adolescents qui l'entourent, comme ses filleuls, neveux, assistants et même fils. Ses peluches et ours en peluche qu'il transporte partout dans le monde, qu'il emmène au repas et qu'il expose dans tous les recoins de ses deux maisons étaient les interviews de l'artiste, citation, données par des amis, des souvenirs trop intimes pour parler de son obsession pour le monde, de l'enfance est vue comme une sublimation artistique, entre guillemets. Le fantasme de quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise avec les enfants qu'avec le monde, des adultes.
L'artiste visuel décrit ses goûts sexuels et ses relations avec les jeunes garçons comme liés à la pensée libertaire au mouvement punk. Si vous regardez attentivement, des allusions à ces relations interdites se retrouvent dans toutes ses œuvres. Ici, il y aurait une citation de Michel Tournier et Les Amitiés particulières, un livre qui parle d'un personnage. Il contient beaucoup de connotations pédophiles, juste pour que vous le sachiez. Il y a aussi une référence à La Nuit du chasseur avec Robert Mitchum dans le rôle d'un prédicateur diabolique, traquant 2 enfants innocents, plus d'innombrables allusions au film culte de Visconti, Mort à Venise, où un bel adolescent Tadzio est idolâtré par un homme vieillissant. D'autres allusions sont plus cryptiques, comme cette coupure de presse qui apparaît dans son livre Vacances en France et qui fait référence à Jackie Kaiser-Mertz, un professeur pédocriminel qui a sévi. C'est une histoire vraie dans la Nièvre, une ville française de 1970 à 1997, avec plus de 70 victimes. Il a finalement été condamné en 2001 à 18 ans de prison. C'est le genre de référence que Claude Lévesque aime mettre dans son travail et dans ses livres. Des allusions à la pédophilie. Vous allez donc être un peu choqué d'apprendre que Brigitte Macron a finalement dû retirer son tapis du bureau. Vous voyez cette photo de Macron assis sur son tapis? Ils ont dû le retirer en 2021 parce que, l'attrait pour son œuvre est devenu gênant lorsque plusieurs procédures judiciaires ont été engagées contre Claude Lévesque pour viol sur mineur, ce qui est venu à la lumière en 2021 et, ironiquement, en 2023. L'artiste Claude Lévesque a été mis en examen pour le viol de mineurs lorsque 2 frères de cette petite ville de la Nièvre ont déclaré avoir été agressés sexuellement par lui quand ils étaient adolescents. Mais sans doute, les amis, ce n'est qu'une autre coïncidence. C'est probablement juste une malheureuse coïncidence que Brigitte et Emmanuel Macron aient choisi un artiste qui mettait des références pédophiles dans ses œuvres et qui allait être accusé de viol sur mineur, n'est-ce pas? C'est dingue. Je dois également vous mentionner qu'Emmanuel Macron, qui a été investi pour la première fois en mai 2017, a fait réaliser son portrait présidentiel officiel. En effet, c'est tout, et il a choisi d'inclure un livre intéressant en arrière-plan, un livre d'un auteur connu sous le nom d'André Gide, un pédéraste revendiqué. D'accord. Un pédéraste, si vous ne connaissez pas ce terme, selon le dictionnaire Merriam-Webster, est un homme qui s'engage dans des activités sexuelles avec de jeunes garçons. D'accord. Si vous vous demandez en quoi cela diffère de la pédophilie, la réponse est que les pédérastes sont spécifiquement des hommes adultes qui ne s'intéressent qu'aux petits garçons. Cela n'inclut donc pas les filles. Les pédophiles peuvent s'en prendre aux 2 sexes tant qu'ils sont mineurs. André Gide était donc un pédéraste revendiqué. Il était attiré par les petits garçons. Quel livre Emmanuel Macron a-t-il choisi pour son portrait? Un livre d'André Gide intitulé Les nourritures terrestres en français. D'accord, en français, c'est Les nourritures terrestres. Pardonnez ma terrible prononciation. Donc voilà le livre qu'il a choisi. Si vous vous demandez de quoi il s'agit, le livre parle de la nécessité de fuir sa famille, de fuir les règles. L'œuvre de Gide avait un contenu autobiographique. En effet, il cherchait à inspirer une jeune génération de garçons à fuir la tradition parce qu'il l'avait fait lui-même. Il estimait avoir fait cela lorsqu'à l'âge adulte, il s'était rendu en Algérie, qui était alors une colonie française, pour avoir des expériences sexuelles avec des garçons musulmans. Donc en 1894, alors qu'il avait 24 ou 25 ans, il est parti en Afrique du Nord. Il a rencontré Oscar Wilde et son amant homosexuel, Lord Alfred Douglas. Ce sont des élites. Soyons clairs, nous parlons d'élites. Et puis il est revenu dans son pays, la France, et il a estimé avoir vécu un éveil sexuel. Il a accepté son homosexualité et assumé ses penchants en disant non aux conventions étouffantes qui lui dictaient que non, il ne devrait pas être attiré par les petits garçons. D'accord? Mais pourquoi? En fait, je connais André Gide parce que j'ai été obligée de lire son livre « L'immoraliste » à l'université. Et oui, il parle d'un voyage en Algérie et c'est manifestement autobiographique. Il a admis avoir fait ce voyage en Algérie et avoir eu des relations sexuelles avec de petits garçons musulmans. C'est le sujet du livre. D'accord. Maintenant, si vous réfléchissez rationnellement, examinons les 2 côtés de l'histoire, n'est-ce pas? Peut-être qu'Emmanuel Macron ne savait pas que le livre était là. C'était peut-être juste un assistant maladroit qui l'a saisi, qui sait pourquoi il se serait retrouvé dans leur bureau ovale, mais c'était peut-être juste quelqu'un qui l'a pris et l'a mis là. Non, vous auriez tort de penser cela, alors arrêtez d'y penser, d'accord? Emmanuel Macron n'a jamais caché son affection pour André Gide.
Il en a parlé à plusieurs reprises. D'accord. Il a même donné un jour une interview à un critique littéraire, Jérôme Garcin, où Macron a dit ceci, je cite, « Gide me montre le chemin qui mène du cérébral à la sensualité débordante. » D'accord. Il n'y a eu qu'une seule journaliste que j'ai pu trouver qui ait eu le courage de dénoncer ouvertement le choix du livre du président dans son portrait. Et cette journaliste s'appelle Hélène Devinck. D'accord. Voici ce qu'elle a dit. Je vais citer ses propos. Elle a dit « André Gide, la maladresse et l'erreur sont inconcevables dans un cadre conçu pour rester dans l'iconographie historique du pays. » Et forcément, quelqu'un dans l'entourage présidentiel, sinon le chef de l'État lui-même, a lu l'autobiographie d'André Gide, où il raconte l'histoire du petit Mohamed. Il écrivait qu'il était beau à moitié nu sous ses haillons, noir et mince comme un démon. L'écrivain admire la finesse du corps de cet enfant, la grâce de ses jambes nues qui dépassent de son pantalon bouffant. Il décrit comment il sodomise l'enfant jusqu'à son épuisement. 2 ans plus tard, il regarde son ami Daniel sodomiser Mohamed, devenu adolescent. Quel message le jeune et séduisant président de la République française envoie-t-il avec cette photo, maintenant affichée sur les murs des mairies scolaires? Que faut-il comprendre? Que les pédocriminels peuvent dormir tranquilles? Questions excellentes. Hélène, que devons-nous comprendre du fait qu'André Gide soit toujours enseigné dans les salles de classe américaines et qu'il ait reçu à titre posthume le prix Nobel de littérature? Je suppose que nous devrions simplement comprendre. Encore une gaffe, n'est-ce pas? Une gaffe de plus pour le couple Macron. Ça continue d'arriver. Il y a aussi le cas d'Olivier Duhamel, ancien député européen français. Un homme d'influence incroyable, au sommet de la hiérarchie, ça ne va pas plus haut que ça. Il est au sommet du cercle des élites françaises et fut l'un des premiers à soutenir Emmanuel Macron. Quand vous lisez des articles sur lui, il est tellement puissant que dans ces clubs selects où la cravate est obligatoire, c'est le genre de personne qui peut entrer sans respecter le code vestimentaire. D'accord. Il s'est donc immédiatement rangé derrière Emmanuel Macron, assistant à plusieurs réunions de campagne et lui transmettant des notes. Et quand Macron s'est qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, ils ont célébré ensemble dans un restaurant appelé La Rotonde. Et après la victoire d'Emmanuel Macron, il a utilisé son magazine, qui s'appelle Pouvoir, pour comparer Emmanuel Macron au général Charles de Gaulle. Donc encore une fois, ce magazine appartient à Olivier Duhamel. Il faisait simplement la promotion médiatique de l'incroyable Emmanuel Macron, le défendant contre toute critique. Olivier Duhamel se vantait aussi ouvertement de ses rendez-vous à l'Élysée. Et il a également été rapporté dans Paris Match qu'il avait conseillé Emmanuel Macron sur la gestion des scandales publics, particulièrement celui impliquant le chef de cabinet adjoint de Macron, un certain Alexandre Benalla, à l'été 2018. Duhamel était également présent lors d'un déjeuner où Brigitte Macron a choisi personnellement le Premier ministre de Macron. Nous y reviendrons. Brigitte Macron choisissant le Premier ministre. Pourquoi Brigitte? Ce qui a amené le public à se demander ce que Brigitte et Duhamel avaient en commun, comment ils se connaissaient. Je dois donc imaginer que pour Emmanuel Macron, c'était vraiment une nouvelle gaffe pour le couple, lorsqu'en janvier 2021, la belle-fille d'Olivier Duhamel, une femme nommée Camille Kouchner, a publié un livre où elle l'accusait publiquement d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau, Antoine Kouchner, alors qu'il avait 13 ou 14 ans. Le Monde, encore une fois l'équivalent du New York Times français, ce sont eux qui ont révélé l'histoire. Or, selon le livre de Camille, intitulé en anglais « La Grande Famille », les viols se déroulaient dans les résidences d'été d'Olivier Duhamel, celle qu'on appelle la maison du maître Genet à Sanxai, pardonnez mon terrible français, où apparemment des générations du clan Duhamel avaient reçu la crème de l'intelligentsia française, dont la moralité était maintenant publiquement exposée par elle. Une des publications, le Nouvel OBS, écrivait que le soir, les enfants devaient parfois jouer des scènes sexuelles devant leurs parents. C'est ce qui se passait dans les résidences Duhamel. Ils poursuivent en écrivant qu'un soir, on demande aux adolescentes de raconter comment elles ont perdu leur virginité.
Dans une autre soirée, des mères habillent leurs filles de 12 ans de tenues provocantes, les maquillent de rouge à lèvres et les envoient danser avec des hommes de 30 ans, leur aînés. Paris Match a écrit que personne, ou presque, ne s'offusquait de voir Camille, alors adolescente, devoir simuler un orgasme devant les adultes. À ce sujet, vous vous demandez probablement s'il a été traduit en justice ou peut-être vous dites-vous « et peut-être qu'elle ne dit pas la vérité ?» Peut-être qu'elle a tout inventé pour attirer l'attention car c'est un homme. Par chance pour Olivier Duhamel, le délai de prescription était déjà expiré, il n'a donc jamais été traduit en justice. Mais à la mi-avril de la même année, les médias français ont rapporté, et vous pouvez le vérifier sur Wikipédia, qu'il l'a admis. Il a admis avoir abusé sexuellement de son beau-fils. Je ne sais pas, les amis, encore une coïncidence dans l'orbite d'Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui ne cesse de se reproduire. Je ne vous donne même pas la surface de ce que je sais sur ce couple. D'accord. C'est littéralement une introduction, car tout ce que je vous dis, je sais que le monde anglophone ne l'a jamais entendu, ce qui vous fait vous demander « Qu'est-ce qui ne va pas avec nos médias ?» Qu'est-ce qui ne va pas à nos médias pour que, quand j'ai commencé à essayer de couvrir cette histoire, ils m'aient attaqué? Ils ont commencé à me comparer à Adolf Hitler. Ils ont commencé à me faire taire et à demander mon licenciement. J'ai été licenciée. C'est en mars que j'ai fait mon premier reportage sur cette histoire l'année dernière. Et c'est en mars de la même année que j'ai été renvoyée de mon ancien employeur et que je n'ai cessé depuis de me battre contre la presse. Et d'ailleurs, vous devriez savoir qu'il y a ce cas étrange de ce qui arrive à chaque journaliste qui essaie d'aborder cette histoire. Tout d'abord, Isabella Ferreira, je crois que j'en ai parlé dans un épisode précédent. Elle était l'une des un gilet jaune. Les personnes qui ont commencé à enquêter sur l'histoire en tant que journaliste indépendante sont tombées sur des informations importantes concernant la relation entre Emmanuel Macron et Brigitte. Mais ensuite, elle a été retrouvée morte. Elle a été retrouvée morte, flottant dans une rivière, et ses amis ont dit qu'elle ne s'était pas suicidée. Mais les médias ont affirmé qu'elle l'avait certainement fait. Elle aurait glissé et serait tombée après avoir pris beaucoup de médicaments. Donc ce genre de choses arrive, je suppose. Ensuite, il y a Natasha Ray, sur qui les médias ont menti en essayant de ruiner sa vie entière. Elle a un cancer. Elle était journaliste indépendante. C'est elle que Brigitte Macron a notoirement poursuivie en justice. Et comme dans la lettre qu'ils m'ont envoyée, ce n'était pas sur le fond de l'affirmation selon laquelle Brigitte Macron était née biologiquement homme, mais plutôt sur des erreurs de langage. Lorsqu'elle a parlé avec Amandine Roy, qui a elle aussi été poursuivie pour atteinte à la vie privée. D'accord. Et puis il reste un homme debout et c'est Xavier Poussard. Xavier Poussard est la personne que j'ai l'honneur de vous présenter lundi. C'est le journaliste qui a travaillé avec diligence sur ce sujet dont je reprends le travail. Vraiment, je me sens bénie qu'il m'ait choisi pour pouvoir apporter cela au public, qu'il me fasse confiance avec cette histoire. Xavier Poussard travaille là-dessus depuis 8 ans et a tout abandonné, y compris son pays de résidence, parce que, eh bien, comment s'en sont-ils pris à Xavier Poussard? Ils ont examiné ses finances, trouvé qui finançait sa publication et ont décidé que ce serait le bon moment pour procéder à un audit de 2 ans. L'une des méthodes préférées du gouvernement pour harceler quelqu'un est de faire intervenir le fisc et de trouver un délit par tous les moyens possibles. Et donc Xavier Poussard a été lâché par ceux qui investissaient dans son travail. Il a dû déménager sa famille. La maison de sa mère a été perquisitionnée juste pour les effrayer et les intimider et leur faire savoir qu'il les surveillait. Et jusqu'à aujourd'hui, Xavier Poussard, l'homme qui a initialement publié la série en 6 parties, révélant que Brigitte Macron mentait sur son identité, n'a jamais été poursuivi pour diffamation, car son travail était minutieux, et il m'a maintenant mis au courant de son travail, et je serai tout aussi minutieuse dans cette analyse. Vous tous, tout le monde en paie les conséquences, et le but de leur envoi d'une lettre n'était certainement pas parce qu'ils pensaient que, j'allais soudainement abandonner cette histoire, mais peut-être parce qu'ils essayaient de m'intimider en pensant qu'ils feraient ces choses, qu'ils viendraient pour moi, et ils viendraient pour diffamation, parce qu'ils font partie d'un monde plus ancien, où ces gens insidieux avaient le pouvoir de vraiment traumatiser et détruire les gens qui s'attaquent à leur véritable pouvoir, et ne vous y trompez pas. Brigitte Macron et Emmanuel Macron sont issus d'un cercle et d'un syndicat de vrai pouvoir, de vieux pouvoir, de pouvoir de l'ancien argent. Mais c'est un monde nouveau, d'accord? Et je vous dis que si nous n'avons pas plus de courage à travers le monde,
Et partout dans le monde, nous traversons ce réveil pour tenir tête à ces monstres. D'accord. Pour tenir tête à des gens qui pensent qu'ils peuvent se permettre de passer de scandale en scandale de pédophilie, pour ne pas avoir à répondre de leurs antécédents bizarres et des choses auxquelles ils s'adonnent, pour ne même pas avoir à répondre à des questions basiques sur leur sexe biologique. Si nous n'avons pas le courage de tenir tête à ces gens qui mettent des pédérastes sur leur bureau pour se moquer de nous pendant qu'ils prennent leur portrait présidentiel parce qu'ils se considèrent comme des intouchables, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? J'ai maintenant 3 fils, et je dis donc, je le dis et je le pense, que j'espère vraiment qu'ils porteront plainte. J'espère vraiment que Brigitte Macron osera se présenter dans le grand État du Tennessee avec toutes ses pensées perverses sur les petits garçons. Je l'espère vraiment. J'espère vraiment que cela, le courage de Xavier Poussard et ce contre quoi je suis prête à me battre, inspirera tout le monde sur la planète à comprendre que quelque chose de très sombre et de très démoniaque se passe. Et nous n'avons même pas abordé l'histoire de Brigitte Macron, qui est réellement Brigitte Macron, ce que Xavier Poussard a découvert sur Brigitte Macron, pourquoi Xavier Poussard, qui est allé en justice pour essayer d'obtenir des documents de ces personnes, et même quand il gagne les procès, ne peut toujours pas obtenir une photo de Brigitte Macron. Non. À l'école à Amiens, nous n'avons pas de photo scolaire de la première dame. Nous n'arrivons pas à mettre la main dessus. Pourquoi Xavier Poussard ne peut pas mettre la main sur le frère présumé de Brigitte Macron, qui je crois est Brigitte Macron? Pourquoi nous ne pouvons pas mettre la main sur les dossiers militaires de Jean-Michel Trogneux? C'est complètement fou. Et comme je l'ai dit, ce que je vous ai dit aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg, et cela va devenir beaucoup plus sombre et beaucoup plus profond. Et leur implication à nouveau dans ces thèmes récurrents de pédophilie, de pédérastie, d'inceste, de mensonges et de tentatives d'intimidation des gens via les tribunaux. Vous ne cesserez jamais de le voir. Mesdames et messieurs, j'espère que cela a permis au monde anglophone de comprendre pourquoi c'est important. Je vous dis que partout dans le monde, nous commençons à prendre conscience de ce problème, et je ne serai certainement pas la personne qui reculera dans ce combat. Je pense que les jeunes générations sont prêtes à laisser la vieille garde se mettre de côté et à permettre qu'une véritable lumière règne dans ce monde. Très bien les gars, je vais lire certains de vos commentaires. Je tiens d'abord à vous parler évidemment de ces taxes DDS. Je sais que certains d'entre vous ne parviennent pas à accéder à vos comptes. Nous recevons des mises à jour. Nous devrions avoir résolu ce problème dans quelques heures. Nous pensons que lorsque nous avons initialement annoncé cette série, nous avions dit qu'elle ne serait diffusée que sur le site .com de quelqu'un. Ils ont donc attendu 1 heure avant de commencer à attaquer le site. Et nous allons riposter. Nous avons pu voir toutes ces requêtes DNS, beaucoup provenant de France. Vous venez de découvrir ce premier épisode explosif de l'enquête de Candace Owens. Comme vous avez pu le constater, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans son prochain épisode, vous aurez l'occasion d'écouter Xavier Poussard, le journaliste d'investigation français qui a consacré 8 années de sa vie à cette enquête. Un homme qui a tout sacrifié pour la vérité, sa carrière, sa tranquillité et même son pays de résidence face aux pressions et intimidations subies. Son travail minutieux et documenté est à l'origine des révélations de Candace Owens. Pour la première fois, il accepte de témoigner devant une audience internationale et de partager le fruit de ses recherches approfondies. Ne manquez pas cet entretien exceptionnel disponible dès le début de la semaine prochaine sur notre chaîne. Pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire avec vos premières réactions, partagez cette vidéo pour que la vérité éclate au grand jour. Question pour vous, qu'avez-vous pensé de ces premières révélations? Partagez votre opinion dans les commentaires. Merci de votre attention, on se retrouve très vite pour la suite de cette enquête exceptionnelle. N'oubliez pas, la vérité finit toujours par triompher. À bientôt sur la voie de la Louisiane.